question. Je voulais saluer le travail des titans abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Bonsoir à tous. Des millions de Congolais enrôlés, le train des élections prend la direction de la gare. Le président de la CENI à quel point devant la presse et l'opération de révision du fichier électoral, les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout passe par le respect mutuel entre États. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, au cours du récent point de presse, est revenu sur les relations entre la République démocratique du Congo, ses voisins et d'autres partenaires. Les précisions dans cet extrait. Diplomatique. Quelles sont nos relations avec le pays voisin? Quelles sont nos relations avec nos partenaires et la MONUSCO? De très bonnes relations avec nos voisins. Il y a certes beaucoup de rumeurs, mais on a de très bonnes relations avec les 9 voisins, avec l'océan aussi. 9 voisins et 35 km au niveau de la côte. On a de très bonnes relations. Mais est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, certes. On a des problèmes de réfugiés au niveau de la République ou la frontière avec la République centrafricaine. Des dizaines de milliers de réfugiés, vu le conflit en République centrafricaine. On a des problèmes, le même problème au niveau de la frontière avec le Sud-Soudan. Il y a des réfugiés rwandais qui sont toujours à l'est du pays. Des réfugiés burundais dans la plaine de la Ruzizi et à Lusenda. Et il y a des discussions ou des contacts qui sont en cours pour qu'il y ait une solution concertée à ce problème. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des compatriotes à nous qui sont allés en Ouganda, vu les opérations en cours aujourd'hui contre les ADF au niveau du Nord Kivu. Et le Sud Kivu aussi la même chose. Est-ce qu'on a des problèmes liés à la sécurité ou la sécurisation de nos frontières? La réponse est oui. Mais comment est-ce que l'on peut aborder pour résoudre ce problème à moyen terme, à court, à moyen et à long terme? Notre approche, c'est qu'il faut qu'il y ait des solutions concertées entre le pays concerné et nous-mêmes. La même chose en ce qui concerne le problème lié aux groupes armés, les récalcitrants qui sont en Ouganda, les autres au Rwanda.
le trafic de minerais, comment contrôler et maîtriser tout ça? C'est d'une façon concertée. Tout d'abord, une organisation interne ici au pays, ou réorganisation, et puis par la suite une concertation au niveau de la région et sur le plan bilatéral. Mais l'ambition de la République démocratique du Congo, c'est de faire en sorte que la base de nos relations soit la coopération économique. Une coopération économique entre les pays de la région. Une fluidité à travers nos frontières, la construction des infrastructures communes entre le Congo et ce voisin. Quelles sont les relations avec nos partenaires? On a de très bonnes relations avec tous nos partenaires, avec tout le monde, sauf quelques exceptions. Quelques exceptions. Ces exceptions, c'est parce que le Congo a refusé le dictat. On a refusé le dictat sur ce que l'on doit faire, comment et quand. Ces exceptions, c'est parce que le Congo tient à se faire respecter. Je l'ai dit assez souvent, même l'homme le plus pauvre a besoin de ce qu'on appelle la dignité. C'est le minimum. Même si vous lui donnez à manger, vous lui devez le respect. C'est le minimum. Or, il n'y a personne qui nous donne à nous à manger. À nous, le Congo. Le Congo tient à sa dignité. Et le Congo doit être respecté à l'instar d'autres pays, d'autres nations du monde. Ces exceptions, c'est aussi parce que le Congo a refusé que l'aide ou l'argent soit utilisé comme moyen de subordination de notre pays. Comme si l'on peut acheter la souveraineté de la RDC, la République démocratique du Congo, ou même acheter son indépendance. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, mon pays, n'est pas à vendre. Il y a des exceptions parce que le Congo a refusé. Et on a racheté ce point de vue, ou cette position, cette façon d'agir, comme si le responsable congolais doit être nommé par, entre guillemets, le partenaire. Ce que nous voulons, c'est une coopération basée sur le respect mutuel. Le respect de notre peuple, le respect de notre pays, de nos institutions, et de la même façon qu'on a du respect pour les autres pays, les autres peuples. De toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut encore donner au Congo, aux Congolais? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le Congo a besoin que de ça, de respect. Nos relations avec la MONUSCO, cette mission des Nations Unies déployée dans notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, on doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la MONUSCO. Il y a une incompréhension parce qu'après une vingtaine d'années, on a comme l'impression que c'est une mission qui a comme ambition de rester. Mais rester jusque quand? Il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de vous dire ici. C'est depuis 2010, pour la première fois, 2010, que j'avais exigé du secrétaire général des Nations Unies à l'époque de nous préparer un plan
de réforme. Et depuis 2010, nous avons eu plusieurs réunions à plusieurs niveaux avec New York, Nations Unies New York. On a dressé des plans, pour le retrait, plans rejetés. Si l'ambition, c'est de considérer le Congo comme sous tutelle des Nations Unies, ils ne l'ont pas dit, du moins jusque-là, et j'espère bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une cogestion de l'État congolais par la MONUSCO, parce que c'est ça la tendance. On se réveille un bon matin, la MONUSCO a dit. Je me souviens, à l'époque, il y a eu quelqu'un qui avait posé la question. Alors, Monique, c'est qui? Ce n'était pas Monique, c'était Monique à l'époque. La MONUSCO a dit. La République démocratique du Congo va maintenant exiger le strict respect de ce qu'on appelle l'accord de siège SOFA en cycle. Violé à maintes reprises, à plusieurs reprises par la MONUSCO. On a plusieurs groupes armés, où on avait à un certain moment plusieurs groupes armés à l'est du pays. On a toujours posé la question à nos amis de la MONUSCO. Citez-nous un seul groupe que vous avez eu à maîtriser, à éradiquer, parce que c'est ça le mot. Un seul. Aucun. Même les opérations en cours aujourd'hui, je parlais des opérations en cours, sont nos unités, les forces armées de la République démocratique du Congo. On avait un problème au Kassai. Et au niveau de la MONUSCO, ce n'était pas du tout un problème. Non, c'est plutôt le gouvernement, l'armée qui est allé sur place pour s'attaquer à sa propre population. On envoie les enquêteurs des Nations Unies sur Pacifique. Et au lieu d'avoir une bonne coordination avec les autorités sur place, ils sont vite dépêchés à Kananga. Et voilà, le pire est arrivé. Ils ont été décapités. Et de la manière la plus atroce. C'est seulement après cet incident que la MONUSCO s'est réveillée. Oui, finalement ces gens sont des bandits, de mauvais garçons. Ce sont des terroristes. Et quand la population était aussi massacrée, et de la même façon, on avait fermé les yeux. Là, c'était des gentils garçons. Depuis 7 ans, on n'a fait que dire à la MONUSCO. Les ADF est un mouvement terroriste. Non, c'est pas un mouvement terroriste. Le Congo, vous exagérez aussi. Il a fallu qu'il y ait de pertes au sein du contingent tanzanien. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés plus tôt. Oui, finalement, ces gens sont des terroristes, ce sont des mauvais. Et je prends l'exemple. Mais malheureusement, pas beaucoup, pas assez de temps. C'est un grand rendez-vous sous-régional. Le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Mpombo, a procédé à l'ouverture des travaux de la première session extraordinaire du Forum des parlementaires des pays membres de la CIRGL. On fait le point avec Bertin Kofoï-Saosso, Christian Kakwaïwa et John Kayumba. Forum du Parlement de la CIRGL, le consensus n'a pas été dégagé pour sa nomination lors de la dernière session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum. La convocation de la présente session extraordinaire avait été alors décidée en vue d'examiner les candidatures, mais aussi les projets d'amendement à l'accord interparlementaire et au règlement intérieur de ce forum. Le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Mpombo, qui a ouvert les travaux, a appelé les participants à plus d'efforts. Je voudrais, pour ma part, vous exhorter à déplorer. En effet,
changer les textes en ceux parce qu'on a rencontré l'obstacle est un choix d'une voie facile, mais pas durable ni responsable. Allons-nous changer les textes chaque fois qu'il y aura une difficulté? Il y a toujours une issue à chaque blocage. Il suffit que chacun mette un peu de bonne volonté, de tolérance et de compréhension. C'est possible de trouver un compromis. Le secrétaire général sortant, Prosper Tigiro, a précisé l'objet de cette session extraordinaire qui se tient à Kinshasa à un moment particulier de la vie politique de la RDC. La République démocratique du Congo se trouve à une période charnière avec des critiques. Je crois que nous avons tous suivi des mouvements, des manifestations et aussi l'annonce d'un calendrier électoral. J'espère que sans doute la réunion du comité exécutif va dire quelque chose dans le sens d'encourager un processus paisible et crédible. Les travaux sont dirigés par Mme Gina Michel Sanze, quatrième vice-présidente de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine et présidente en exercice du comité exécutif. Le rapporteur adjoint du Sénat, Maurice Nyarugabo Moïse, participe à ces travaux. Au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, les sujets sur la poursuite de l'application des mesures de décrispation étaient au centre d'une séance de travail. Yolande Vokambaki et Benjamin Zinga pour le compte rendu. Les choses avancent concernant la décrispation du climat politique en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral ont évalué la question au cours de cette plénière présidée par Joseph Olenga-Nkoy. Ils ont tenu compte également du nombre de prisonniers politiques déjà libérés. À ce jour, déjà, 10 personnes sont libérées, qui sont essentiellement les amnistés concernés par l'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les 10, il y a 2 personnes qui ont été recommandées par l'accord de la Saint-Sylvestre qui devraient être libérées obligatoirement. Et cela est fait. Nous avons Bagayamouko et Boné Koubé. Le Sénat remercie le ministre d'État, le ministre de la Justice et le garde des Sceaux qui a compris qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps, il fallait vraiment accélérer le processus de libération des prisonniers politiques, d'opinion et des amnisties. Selon l'article 5 de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, le CENSA chemine avec le ministère de la Justice pour la libération des prisonniers politiques suivant les délits commis. Un an après sa mort, que reste-t-il de l'héritage du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, lui qui a prôné les dialogues? Et quelle lecture pour l'opinion de ceux qui se réclament de son héritage politique et qui appellent en même temps à une insurrection? Les ministres d'État en charge de l'économie nationale et proches d'Etienne Tshisekedi nous en parlent au micro de nos reporters. Merci beaucoup de la question. Je dois d'abord manifester toute ma tristesse, mon amertume, à l'occasion du premier anniversaire du décès du président Etienne Tshisekedi, grâce à qui je suis ce que je suis, parce que je sors de son école. Etienne Tshisekedi était un homme de dialogue. Il n'a pas pris les armes dans ce pays. On ne comptera pas des cadavres mis sur son dos. Il est resté non violent, bravant les révélations, les prisons, les tortures, ainsi que les sacrifices de tout genre. L'autre chose qui me fait mal au cœur, c'est qu'après l'accord de la Saint-Sylvestre, que j'ai toujours considéré comme le testament politique d'Etienne Tshisekedi, c'est le dernier document de haute portée politique qu'il adopte dans ce pays. Après l'avoir adopté, il y a des gens qui mettent des Congolais dans la rue. Souffrez que je fasse une révélation et vous pouvez vérifier ce que je vous dis auprès de l'abbé Chulumba, qui était son secrétaire particulier, Victor Wakwende, son directeur de cabinet, Kankone Gilbert, du rassemblement proche de Katebe Katoto, qui était avec moi le jour où, après que j'ai été pratiquement chassé pendant 2 mois de la parcelle du président,
tabassé, menacé de mort. Le président rentre de l'Europe. Je ne pouvais pas arriver chez lui, il m'a cherché, il m'a envoyé des émissaires connus. Je suis allé le voir, entre autres questions. Joseph, comment tu vois l'évolution de la situation politique? J'ai dit, Monsieur le Président, vous êtes dans les bons, parce que malgré toutes les pressions venues du G7, j'ai dit bien du G7, pour vous empêcher d'aller au dialogue, vous vous êtes imposé, vous êtes allé au dialogue, il n'y a pas une autre voie, mais faites attention. Les G7, c'est comme l'ISO est allié. Leur souci, c'est quoi? Monter sur vos épaules, sur votre tête. Dès qu'ils auront sauté, ils vont vous abandonner, ils vont abandonner le parti et nous rentrerons à la case départ. Il m'a dit, vous avez parfaitement raison. Continuez à me faire confiance. Je sais où je vais. Mon problème, c'est que nous mettions fin à cette crise, que les pays retrouvent la paix, qu'on aille à de bonnes élections. Il ajoutera ceci. Je n'accepterai plus qu'une seule goutte du sang d'un Congolais coule. Je vais signer la paix pour aller à de bonnes élections. Voilà pourquoi je suis surpris de constater que certaines personnes qui se disent proches d'Étienne Tshisekedi, depuis un temps, alors qu'il n'est pas encore inhumé, jettent la population dans la rue, sont contents de compter les cadavres. Ce n'était plus ça la logique, la vision d'Étienne Tshisekedi. Le plan triennal de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP 2018-2020 a été lancé aujourd'hui par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Cet outil permettra à la République démocratique du Congo de combattre la corruption sous toutes ses facettes dans le milieu professionnel. C'est un reportage d'Éric Kabamba et Jean-Rémy Kamamba. Plan technique consultatif du gouvernement dans la lutte contre les antivaleurs dans les milieux socio-professionnels, l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, vient de dévoiler son plan triennal 2018-2020. Ce nouveau document de 54 pages qui repose sur 3 axes servira de tableau de bord à l'OCEP en vue de mener un combat sans merci contre la corruption sous toutes ses facettes dans le milieu professionnel. Le Premier ministre Bruno Tshibala, qui a présidé cette cérémonie, a félicité les agents et cadres de l'OCEP pour ce travail qui va contribuer à mettre fin à la corruption dans notre pays et de surcroît assainir le milieu professionnel. Pour renforcer la lutte contre la corruption, le gouvernement a décidé de doter l'OCEP des prérogatives susceptibles de renforcer ses missions régaliennes. Le ministre d'État en charge de la fonction publique s'est également félicité de ces plans qui permettra à l'OCEP de doter l'État congolais d'un personnel pétri des valeurs morales et républicaines. Le directeur général de l'OCEP donne ici la particularité de ces nouveaux plans. On est passé de la mission pédagogique éducative à une mission maintenant coercitive de répression, c'est-à-dire nous allons faire des enquêtes, détection, investigation. Autre étape fort qui a marqué cette cérémonie, c'est la remise de brevets aux experts anticorruption qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Suite à la brouille entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale de Lomami, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a réuni les notables de ces coins du pays. D'autres détails dans ces reportages. À la suite de la crise qui oppose l'Assemblée provinciale au gouvernement provincial de Lomami depuis plusieurs semaines, les notables de cette province, parmi lesquels les élus et mandataires dans les institutions de la République, ont rencontré ce mercredi 31 janvier 2018 le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité pour des solutions urgentes et appropriées. Après examen du contour de ces conflits, Emmanuel Ramazani Shadari a recommandé la voie de la sagesse et sollicité la patience de ses hôtes pour une solution satisfaisante dans l'intérêt général de la province. Toute ethnie confondue, toute considération politique confondue, ils se sont réunis autour du vice-premier ministre pour essayer de voir ensemble
comment trouver les voies et moyens de ramener la paix dans la province de Lomami, en rapport avec la motion de censure qui a été donnée par l'Assemblée provinciale sur le gouvernement provincial. Donc il fallait qu'on voie dans quelle mesure il fallait pour que le vice-premier ministre puisse mettre les tout ensemble pour que la paix puisse régner. Message bien capté par les notables de la Lomami qui appellent la population et les animateurs des institutions provinciales à l'apaisement et à la retenue. Dans l'entretemps, le vice-premier ministre, le ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda, a réuni un certain nombre de cadres de la direction de la marine et des voies navigables du secrétariat général au transport au centre et le nettoyage du littoral du majestueux fleuve Congo, nous disent Pierre Mbouyou-Saïdi et Bobo Koumokonji. Assainir rigoureusement les secteurs fluviaux congolais à travers le processus d'éclairage de certains biefs maritimes du majestueux fleuve Congo et le nettoyage de son littoral, grâce à la démolition des constructions anarchiques érigées dans le pôle Malebo, gage d'une navigabilité efficiente des unités fluviales flottantes sur ce grand boulevard naturel, constitue l'un des axes prioritaires de la feuille de route gouvernementale du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda. La matérialisation concrète de cette volonté gouvernementale, a vu le patron du transport national, conviait dans une réunion certains cadres de la direction de la marine et des voies navigables du secrétariat général. Séance de travail au cours de laquelle il les a instruits à s'approprier cette orientation transversale. Que doit-on faire pour que les baleiniers ne viennent pas traîner là-bas, parce que toute leur vie là-bas, courir là-bas et créer cet espace sans si... non, ce n'est pas possible. Qui peut vivre à ce moment-là? Les opérateurs économiques qui sont des terrains là, comment ils peuvent continuer à évoluer? C'est un site touristique. Comment les touristes peuvent venir prendre leur yacht et passer par là? Avec des désengorgements de ce littoral du fleuve Congo sur le pôle Malebo, la nation congolaise sera en conformité avec l'une des normes fluviales exigées par les instances internationales en la matière. Lancée le 31 juillet 2016 dans la province du Nord-Bangui, l'opération de révision du fichier électoral s'est clôturée officiellement ce 31 janvier 2018 devant la presse. Le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelou, a procédé à son évaluation. Marcela Monanteba et Raphaël Tsadi. Fichier électoral pour lequel le président de la CENI, Corneille Nangaa, a annoncé la clôture officielle ce 31 janvier 2018, avait connu l'adhésion de toutes les parties prenantes, partis politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile dans toute sa diversité. Une opération qui a concerné les 26 provinces du pays, 17 784 centres d'inscription. L'opération était diligentée en 4 grandes étapes. L'opération pilote au Nord-Bangui avec 803 986 électeurs, les opérationnels 1 et 2 et 12 provinces, les zones 3 et 4 avec 11 provinces, la dernière opérationnelle comprenant les provinces du Kasaï, Kasaï central et territoire de Kamidji et Luilo dans la Lomami. En tout, ce sont 46 21 454 électeurs qui se sont enrôlés en date du 29 janvier 2018. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a ensuite décliné qui vont succéder à la clôture de l'opération de révision de fichier électoral. Nous allons procéder aux activités suivantes. Paiement du personnel, ramassage du matériel et des données, centralisation des données, traitement et consolidation des données, enrôlement des Congolais résidents à l'étranger. Et le 6 avril 2018, nous allons publier les statistiques des électeurs par entité. Le président de la CENI a profité de cette occasion pour rendre un hommage mérité au gouvernement de la RDC, à la classe politique ainsi qu'à la population congolaise pour une participation significative à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Pour terminer, le président de la CENI a prononcé le mot de clôture officielle. Au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare close l'opération de révision du fichier électoral sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie.
Et les forces vives de la ville de Lubumbashi, sensibilisées sur les processus électoraux en cours, c'est le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katsintima, qui les a réunis au cours du traditionnel cadre de concertation Lopez Kakuba pour les reportages. Après le mot de la secrétaire exécutive provinciale de la CENI au Katanga, Mimi Mukulumoya, du gouverneur de province Célestin Pandé Kapopo, le vice-président de la CENI a donné les grandes dates du calendrier électoral. Norbert Basengezi Katsintima a expliqué la loi électorale et les innovations de la machine à voter tout en faisant la démonstration de celle-ci. L'auditoire a bien compris le message de la CENI ce 29 janvier 2018 à la mairie de Lubumbashi. Tout ce qu'il nous a expliqué, ça nous rassure que réellement il y aura l'élection. Nous sommes derrière la CENI pour l'accompagner dans ce processus électoral, puisque c'est seulement dans ce processus où la population pourra bien se choisir et donc des leaders valables et qui vont peut-être bien déterminer leur avenir. Le 24 juin, nous allons ouvrir tous nos bureaux de réservé de traitement des candidatures dans plus de 201 centres pour la réactualisation des candidats députés provinciaux jusqu'au 8 juillet, ça prendra 15 jours. Le 25 juillet jusqu'au 8 août, nous allons inscrire les candidats députés nationaux et les candidats présidents de la République pour publier la liste le 19 septembre 2018. Octobre, novembre, décembre, nous allons accréditer vous-même journalistes, les témoins et les observateurs. Et la campagne électorale commence le 20 novembre, se termine le 21 décembre. Le 23 décembre, c'est le grand jour des scrutins présidentiels, législatives nationales et législatives provinciales combinées. Le 12 janvier, c'est la prestation des serments du président de la République. Par la suite, il y a eu un jeu de questions-réponses dont le vice-président a répondu brièvement aux préoccupations des participants. Ce 31 janvier 2018, c'est la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les Kasaï centrales et 2 territoires de la Lomami, à savoir Luiju et Kamichi. Après cette opération, la CENI va procéder au toilettage du fichier électoral, a signifié le vice-président de la CENI aux forces vives de Kolwezi. C'est là, avant d'expliquer les grandes dates du calendrier électoral, la loi électorale et les avantages de la machine à voter. Message salué par le gouverneur de province, Richard Mouyège Manguez-Mans. Nous croyons dans le travail de la CENI et nous avons confiance dans le déroulement des étapes. Nous sommes convaincus que vous nous emmenez vers les échéances électorales telles qu'elles ont été fixées. Cette machine à voter, c'est un des aspects les plus importants qui coupe court à tout ce qu'on a comme spéculation. Et donc les explications ont été à la hauteur, elles ont été claires. Le bulletin d'ouverture, le bulletin du début des votes et le bulletin de la clôture. C'est-à-dire quand on a clôturé à 17h, il n'y aura aucun autre bulletin qui peut passer. Norbert Basengezi Katsintima, vice-président de la CENI, a invité les acteurs politiques à se préparer pour affronter les élections en cette année. Peu avant ces cadres de concertation, il s'est tenu la réunion du Conseil de sécurité provincial au gouvernorat de province sur les calendriers électoraux, la loi électorale et la machine à voter. Justice, un procès suivi de près par l'opinion nationale et internationale. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a poursuivi avec l'instruction des présumés membres du mouvement terroriste Kamina Sampou, la prévenue Nancy Nanchakali, poursuivie pour terrorisme, était devant les juges. C'est un récit de Guillaume Sylvestre Koukmomendi-Pange. 13e audience dans l'affaire opposant l'auditeur militaire de garnison et le parti civil aux membres présumés du mouvement terroriste Kamina Sampou, la branche de Kinshasa. Mardi 30 janvier 2018, à la prison militaire de Ndolo, dans la commune de Barumbu, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a interrogé la prévenue Nanchakale Katapa Nancy. Cette dernière est poursuivie pour plusieurs infractions, notamment pour terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, assassinat, meurtre, coups et blessures volontaires,
aggravée, coups et blessures volontaires simples, évasion des détenus, outrage à sentinelle et détention illégale d'armes de guerre. La prévenue de surcroît membre du parti politique UDPS a nié en bloc tous les faits lui reprochés par le ministère public, particulièrement sa participation à l'attaque du Point Chaud à Limité, 11e rue. Elle a soutenu cependant qu'elle était malade depuis 2011. Nachakale Nancy a néanmoins reconnu avoir lu le procès verbal de l'officier du ministère public avant d'apposer sa propre signature en bas de ces documents. Et parmi le prévenu cité dans cette cause, la prévenue n'a reconnu que sa petite sœur, Katapa. Elle est aussi membre du protocole du parti politique UDPS, tout en prétendant ne pas connaître les autres membres de ce parti politique, pourtant présents. Mais la contradiction est venue de la partie civile Mugeni, sous-commissaire de la police nationale congolaise, victime de l'attaque du 8 mai 2017 au Point Chaud. Devant le tribunal, il a fait de révélations en charge de la prévenue Nachakale Nancy. Les dépositions de Mugeni ont été soutenues par l'organe de la loi qui, se référant de procès-verbaux d'audition, a fait savoir que la prévenue Nancy Nachakale était passée aux aveux, finalement. La deuxième victime à être entendue, la partie civile, Tumena Mutombo Jean, sous-commissaire adjoint de la police nationale congolaise et père de 9 enfants. Le renseignant a relaté à son tour les faits tout en chargeant le prévenu Edo Kachama. Enfin, la troisième partie civile a déposé devant le tribunal Moke Matunga Aimé, sous-commissaire principal de la police nationale congolaise. Celui-ci a déclaré avoir vu, à la date précitée, une femme portant un manteau noir, mais n'a pas pu l'identifier puisqu'il faisait noir. Aussi, cette victime a reconnu que les assaillants étaient porteurs d'une arme. Le tribunal a promis de poursuivre l'instruction de l'affaire au cours de l'audience prochaine, prévue pour le jeudi 1er février 2018. La République démocratique du Congo a pris part au Forum international sur l'énergie solaire à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Jean-Marie Ngelei Foto, a présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans ces domaines. C'est un commentaire de Fabrice Wanzele Djokoli Kosama. L'Alliance solaire internationale a réuni les ministres de l'énergie de 46 pays signataires de l'accord de fondation de cette alliance. La République démocratique du Congo y compris. Cette alliance est née de la COP 21 tenue à Paris en 2015. La RDC, bien que n'ayant pas encore ratifié l'Alliance solaire internationale ASSI en sigle, ces derniers y prévoient quelques réalisations énergétiques, entre autres l'électrification des 147 territoires de la RDC, aussi d'accompagner la RDC dans sa politique de la libéralisation du secteur de l'énergie électrique dans les chefs-lieux des nouvelles provinces, notamment avec l'énergie solaire. Du haut de la tribune de ce forum, le ministre congolais de l'énergie et des ressources hydrauliques, Jean-Marie Ngelei Foto, a fait l'état des lieux de la diversité des ressources énergétiques en RDC et a expliqué l'option prise par le gouvernement congolais de libéraliser le secteur de l'énergie, offrant ainsi des opportunités d'investissement dans le partenariat public-privé. Ngelei Foto a affirmé qu'il attachait une importance à l'électrification rapide du territoire national congolais. C'est ainsi qu'il a salué la naissance de l'ASSI, qui est une plateforme de promotion et d'accélération du développement énergétique de pays sous le tropique fortement ensoleillé. Il a promis son implication pour la ratification de l'accord de l'ASSI par la RDC. D'une pierre deux coups, le ministre Ngelei Foto a rencontré le prince de l'Émirat arabe qui a manifesté son intérêt d'investir en RDC dans la production et la distribution d'eau potable ainsi que dans la construction des centrales thermiques dans les espaces ruraux congolais. Le salon de la radio et de la télévision vient de fermer ses portes à Paris en France. Les participants ont réfléchi sur l'amélioration de la qualité des prestations. Nos envoyés spéciaux à Paris, Joseph Oscar Mbalkaïj et Franck Mvunzi, pour d'autres détails. Au cours de ce plateau spécial, la radio-télévision nationale congolaise RTNC était à l'honneur lors de ce salon organisé à Paris en France. L'un de ces délégués à ces assises qui ont regroupé les professionnels des médias d'autres pays du monde, la France, la Norvège, les États-Unis d'Amérique, la liste n'est pas exhaustive, Joseph
Oscar Mbal Kaïj, reçu comme invité dans une émission spéciale RDC, s'est longuement penché sur le fonctionnement de ces médias d'État, notamment sur le plan organisationnel. La RTNC, ces médias d'État, avec ses 26 stations provinciales, prenant en relais des émissions de la radio et télévision nationale, ayant aussi que leur particularité le décrochage régional, une manière d'offrir des programmes spécifiques et variés à un public donné. On voit beaucoup de monde sur le salon de la radio. Nous sommes avec Oscar Mbal de la RTNC, c'est-à-dire la radio-télévision nationale. Bonjour. Alors, comment parler un petit peu de radio nationale congolaise, la radio d'État? Tout à fait, c'est la radio d'État. Vous travaillez à quoi sur la radio et la télévision? Oui, nous faisons la compénétration des services. Chez nous, nous avons des journaux, grande édition, des journaux, que ce soit à la radio comme à la télévision, et entrecoupés par des flashs quand il y a une information importante. Juste après, la délégation de la RTNC est allée à la découverte de ces stands spécialisés dans la fabrication et la vente des émetteurs radio et télé. Nous sommes spécialisés dans la production des émetteurs télé et des émetteurs radio numériques. Pour cette année, nous avons présenté au salon toute une gamme complète d'une diffusion radio, à savoir la tête de réseau et l'émetteur. Et nous avons aussi comme innovation un monitoring receiver qui permet de décoder le contenu des chaînes radio numériques. Ce salon de la radio et de la télé 2018 aura été une aubaine pour les hommes du théâtre, notamment cet humoriste. La petite joie belle au coin là, disons Kinshasa. Le taux de 920 francs congolais le dollar dans les paiements des frais académiques sera de stricte application. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbika, a échangé à ces sujets avec une délégation de l'association des professeurs de l'UNIKIN, Eric Kabamba. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Steve Mbika, passe à l'étape de vulgarisation et de sensibilisation de sa dernière note circulaire portant les taux de paiement de frais académiques fixés à 920 francs congolais les dollars. Le premier à être sensibilisé, c'est la délégation de l'association des professeurs des universités de Kinshasa à Poukine. Pendant plusieurs heures d'échange, la Poukine a à l'unanimité promis l'application de cette circulaire, mais suggère la suppression de prise en charge des professeurs par le parent. C'est-à-dire, la Poukine veut que l'État congolais puisse s'assumer, mais tout en préservant les acquis et les intérêts des professeurs. Et nous pensons qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités et que les enseignements se fassent correctement et dans les bonnes conditions pour les enseignants. Nous allons faire des propositions au niveau du gouvernement par rapport à la perte immédiate d'un peu de pouvoir d'achat de professeurs suite à cette mesure, en rapport avec la prime qui était payée au niveau des partenariats. On s'est mis d'accord et il reste qu'on pas ce rapport au gouvernement pour qu'on voit différentes hypothèses qu'on pourra appliquer pour l'intérêt de tous les corps de professeurs, scientifiques et puis Occasion également pour la Poukine de remercier le gouvernement par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de sa bonne foi dans l'application du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat de professeurs. Il a été question de faire le point sur les paiements du personnel de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du Kwilu transféré dans les Maïndombe. Le ministre de l'EPSP, Gaston Moussénéna Bongala, a échangé à ces sujets avec la ministre provinciale du Kwilu, et c'est avant de recevoir une délégation des députés et sénateurs de la Tchoup. Les réformes initiées dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et d'autres questions spécifiques liées à la province de la Tchopo. Autant des sujets inscrits au cours de cette rencontre qui a réuni le ministre de l'EPSP et les parlementaires, toutes tendances confondues, originaires de la Tchopo. Une occasion pour eux d'échanger le vœu de nouvel an. Nous sommes encore au mois de janvier. C'était une occasion d'échanger des vœux. Nous sommes également au terme d'une session parlementaire, une session extraordinaire. Les élus se préparent à aller sur le terrain chez nous, mais aussi de faire un tour d'horizon des problèmes
spécifique de notre province, de sorte que nous puissions avoir, chacun en ce qui le concerne, une attention particulière sur les éléments que nous avons échangés ensemble. Par la suite, le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemela Bongala, a reçu la ministre provinciale de l'éducation d'Ikwilu. Avec elle, autant de sujets abordés tels que le problème de la paie des agents transférés de Maïndobe à Kwilu et la création des nouvelles sous-divisions éducationnelles. Jolie Mazalaba a trouvé une oreille attentive auprès de son patron qui lui rassure de rapprocher les écoles des gestionnaires pour une bonne gouvernance. Un projet sino-congolais de haute portée sociale, le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi-Kabongo, a effectué une visite guidée au centre de démonstration technique agricole de Daipen. Les détails dans ce reportage signé Bobete Ngalisamba et Anastasie Lumbu. Malgré ses immenses potentialités agricoles, la République démocratique du Congo pratique une agriculture de subsistance qui n'arrive pas à nourrir sa population. Le vœu du pouvoir public est d'amener la RDC à pratiquer une agriculture industrielle. Voilà pourquoi notre pays, par le truchement de la coopération chinoise, vient de créer le centre de démonstration des techniques agricoles de la Daipen-Sene. Ce centre permet d'étudier la meilleure façon d'améliorer les semences. Et le ministère de l'Agriculture projette d'implanter ce genre de centre sur l'ensemble du territoire national. C'est un projet du gouvernement chinois de la République démocratique du Congo. La première étape, c'était d'abord la construction de toutes ces infrastructures que vous venez de voir. Et deuxième étape que nous venons aujourd'hui pour commencer la récolte de semences. Et je crois la troisième étape viendra. Ça sera maintenant essayer de tenter une culture intensive. Ce mercredi 31 janvier 2018, le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi, est descendu à Daipen pour visiter les différents champs expérimentaux du dit centre. Bien avant, le ministre et la partie chinoise ont eu un entretien sur la présentation des différentes unités qui composent la structure du centre de démonstration des techniques agricoles de Daipen dans la commune de l'Ancélie. C'est la sagesse africaine immortalisée par les écrits de l'artiste et musicien Félix Wazekwa. Est-ce grave? Mokwa Bongo a présenté son ouvrage intitulé Les petits bonbons de la sagesse à la ministre de la Culture et des Arts qui a reçu par la suite le comité chargé de construction du mausolée de Papa Wemba Rodépanda. Le petit bonbon de la sagesse, c'est l'intitulé du tout premier livre, écrit par l'artiste musicien Félix Wazekwa, surnommé par le public Mokwa Bongo. Il est allé le présenter auprès de la ministre Astrid Madiantumba de la Culture et des Arts. De son côté, Astrid Madiantumba, patronne de la culture et art, a encouragé ce dernier pour cette œuvre littéraire et intellectuelle qui fait une valeur ajoutée à sa personnalité, en lui demandant d'inscrire et porter son ouvrage dans toutes les instances étatiques du pays afin d'en bénéficier les gains. Cette œuvre fait de Félix Wazekwa l'homme à double casquette, artiste, musicien et écrivain. La musique et l'art littéraire sont désormais ses domaines de prédilection. Je suis venu voir notre ministre de la Culture pour lui remettre mon livre, Les petits bonbons de la sagesse. Le respect et la politesse veut que quand on écrit, quand on sort un produit, il faut amener ça auprès des autorités. J'ai besoin de points de vue de ceux qui lisent. Ça m'aidera à améliorer la prochaine livraison et puis comment continuer ma carrière. Je reste musicien, évidemment, mais j'ai encore cette possibilité d'écrire. C'est pourquoi je voulais en profiter beaucoup de nos citoyens. Bien avant, Madame la ministre avait reçu la délégation du comité de pilotage de la construction du mausolée de Papa Wemba, un prélude de la célébration de la journée africaine de la musique dédiée à ce dernier. Pour son coordonnateur adjoint, le comité est venu déposer le projet de construction du mausolée à la demande du gouvernement de la République. C'est ce qu'on appelle le couronnement des bons et loyaux services rendus dans les secteurs des hydrocarbures. L'Observatoire de la sanction positive, basé à Genève en Suisse, vient d'octroyer un diplôme de mérite au ministre des hydrocarbures, Emengo Inukena Moussadiese. Jojo Ndibou Kaboulou a signé ce reportage.
Cette cérémonie d'échange des vœux au ministère des Hydrocarbures a débuté par une courte prière dite par le DG de la Sonahydrac en présence du ministre Aimé Goïmoukena et de ses invités. La dite manifestation a connu trois temps forts. D'abord, le nom du directeur cabinet du ministre des Hydrocarbures Emmanuel Kayumba qui a circonscrit l'événement tout en remerciant le bon Dieu pour cette année nouvelle et en félicitant le ministre pour les nombreuses réalisations concrétisées en 2017. S'en est suivi le mot du secrétaire général au ministère des Hydrocarbures qui a reconnu les résultats positifs du travail abattu par le ministre des Hydrocarbures et son courage depuis son avènement à la tête de ce ministère. Plusieurs ONG ayant suivi le parcours du ministre des Hydrocarbures ont saisi cette occasion pour lui décerner des prix de mérite grâce à son travail bien fait. C'est le cas de l'Observatoire africain de la sanction positive qui a octroyé au ministre Aimé Goïmoukena un diplôme dit de référence africaine provenant de Genève en Suisse en vue d'encourager le bénéficiaire à persévérer sur la voie de l'action positive. Le titre conféré par l'Observatoire est le suivant. Son Excellence, Monsieur le ministre Goïmoukena, ministre des Hydrocarbures, est une référence africaine. En foi et droit, le président du peuple lui est décerné. Ensuite, le ministre des Hydrocarbures n'a eu qu'un seul mot à l'endroit de toutes ces ONG, à savoir merci. Enfin, la présentation de vœux a été ponctuée par la remise de cadeaux émanant du ministère des Hydrocarbures, du secrétariat général du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Pour lier l'utile à l'agréable, un pas de danse a sanctionné cette manifestation. La Croix-Rouge néerlandaise et celle de la République démocratique du Congo se sont retrouvées en atelier pendant 2 jours. Les deux parties ont réfléchi sur les opportunités liées aux données ouvertes en santé. Mireille Mbeke nous en dit un peu plus. Créer une culture de collaboration sur les données pour soutenir les objectifs de développement durable. ODD concernant la santé, c'est le leitmotiv de cet atelier où prennent part les experts du ministère de Santé, du Plan, du PNUD et tant bien d'autres en vue de faciliter la mise en place d'actions mieux ciblées pour un aboutissement heureux de ces objectifs. Ce projet financé par le Partenariat global pour les données des ODD JPSDD soutient les initiatives en vue de la collecte, d'analyse et de l'utilisation efficace de données avec les ODD et vise à l'amélioration du dialogue entre les producteurs de données et les décideurs politiques à travers le monde. Étant donné qu'il se pose de sérieux problèmes autour de la collecte et l'utilisation des données en République démocratique du Congo, pays aux dimensions continentales, cet atelier est un cadre idéal pour lancer le projet et échanger sur les contraintes et opportunités liées aux données ouvertes selon l'agenda partagé avec chacun de nous ici présents. Il est à noter que les retombées de cet atelier se jouent dans la pérennité des actions à mener et dans un processus plus global de concertation, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2018, voire continuer au-delà. La Croix-Rouge a la chance d'avoir un très grand réseau de bénévoles à travers le pays. Donc l'objectif, c'est grâce à des outils de collecte de données plus modernes, de leur permettre d'avoir un meilleur suivi de l'état dans les communautés, par exemple sur les centres de santé, et ainsi d'améliorer leurs opérations sur le terrain. Des travaux d'assainissement de certaines artères et places publiques viennent d'être lancés, travaux exécutés par les personnels du secrétariat général au transport. Pierre Mbouillou Saïdi pour les reportages. Maître Chris Cicéron Bakumba Boufaya, conseiller juridique du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumana a supervisé les travaux d'assainissement de certaines infrastructures routières de la commune de Kinshasa avec comme point d'orgue l'inauguration officielle de l'installation sanitaire de l'immeuble de Tuvwadi, situé au croisement des avenues Songolo-Huileri, dans la commune de Kinshasa, et ce à quelques encablures du célèbre stade de Martyrs de la Pentecôte, et ce, à peu près de 30 ans de son existence dans l'espace immobilier congolais. La transversalité de ces travaux exécutés sur financement propre vont offrir à ses compatriotes de la capitale congolaise des conditions de vie sanitaire dignes de ces noms. La ligne soulignée est reconnue
Je tiens à préciser que le gestionnaire de cet immeuble n'a reçu aucun rond pour l'exécution de ces travaux de réhabilitation de ces infrastructures sanitaires. Dieu, dans son amour, vous a doté par mon canal de toutes ces infrastructures pour vos besoins naturels et élémentaires aux gestionnaires de bien les gérer. La conseil en tant que gérant et immeuble, peut travailler pour pérenniser l'œuvre démarrer de la commune maire de Kinshasa. Ces travaux de salubrité effectués dans ces infrastructures routières et immobilières vont s'élargir dans l'autre partie de la capitale congolaise. La Muzienne a tenu son point de presse hebdomadaire. Mamita Bangoulou nous fait les comptes rendus dans ses reportages. La MONUSCO salue l'initiative par la CENI d'utiliser la machine à voter et confirmer son appui technique et logistique par la bonne tenue des élections libres, démocratiques et transparentes à Rancherie. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO. Les Nations Unies sont prêtes à apporter un soutien aux opérations électorales à venir dans le respect du calendrier qui a été annoncé le 5 novembre dernier. Ce soutien a aussi l'objectif de faire en sorte que le calendrier puisse être respecté. S'agissant de la situation sécuritaire dans les territoires de Moueka au Kassai, la MONUSCO s'est dit préoccupée par la situation et promet son implication afin que la paix revienne dans cette partie du territoire national. C'est une partie du territoire qui nous préoccupe et pour laquelle nous essayons de faire de notre mieux, une fois encore, pour protéger les populations civiles, mais aussi pour que les communautés puissent parler entre elles et ainsi s'engager sur la voie de la paix. Quant à la situation sanitaire, le porte-parole de l'équipe pays, Joseph Makamba, a fait remarquer qu'une tendance à la baisse du nombre de cas et de décès de choléra depuis le début de l'année 2018, un total de 882 cas, dont 15 décès ont été enregistrés. 22 malades sont actuellement hospitalisés dans les unités de traitement de Kanluka et Pakadjouma. Madame Florence Marchal a saisi cette opportunité pour expliciter les mandats de la MONUSCO à RDC. Voilà, c'est la fin de ce journal, la grande édition des mercredis 31 décembre. Excellente suite des programmes sur la RTNC. Au revoir. Je dois d'abord manifester toute ma tristesse, mon amertume, à l'occasion du premier anniversaire du décès du président Étienne Tshisekedi, grâce à qui je suis ce que je suis, parce que je sors de son école. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il nous laisse la démocratie. C'est grâce au long combat d'Étienne Tshisekedi que des Congolais ont créé des partis politiques. C'est grâce au long combat d'Étienne Tshisekedi qu'il y a le pluralisme syndical. C'est de loin plus que un chef d'État, n'importe lequel, aurait laissé sur cette terre. C'est grâce à Étienne Tshisekedi qu'aujourd'hui, nous avons recouvré la liberté vestimentaire. Les femmes mettent des pantalons, les postiches les mèches, tandis que tous les Congolais, quelles que soient leurs opinions, mettent des cravates. C'est à l'actif du long combat d'Étienne Tshisekedi. C'est ça qu'on peut retenir. Vous l'avez bien dit, Étienne Tshisekedi était un homme de dialogue. Il n'a pas pris les armes dans ce pays. On ne comptera pas des cadavres mis sur son dos. Il est resté non violent, bravant les relégations, les prisons, les tortures, ainsi que les sacrifices de tout genre. Il est resté le même. C'est ainsi qu'à l'occasion de la crise née des élections de 2011, on ne l'a pas vu aller en brousse, prendre les armes. Il est resté au pays, toujours dans la non-violence. Voilà ce que les Congolais retiendront de ces messieurs
de ces grands messieurs dont la dépouille traîne toujours en Belgique, alors qu'il a droit à des obsèques dignes, à un grand deuil, à des journées de deuil national et pourquoi pas à un monument pour les longs combats qu'il a menés. Je suis peiné de constater que demain, il y a 3 cultes, 3 messes d'action de grâce. Une à Notre-Dame d'Afrique, sur l'avenue appelée victime de la rébellion pour les uns, 24 novembre pour d'autres, une à Fatima, on parle d'une autre à Lemba. Je pense quand même que dans sa tombe où il repose, où il a droit au repos éternel, et Kim Tshisekedi se retourne et dit, c'est ça le parti que j'ai laissé aux Congolais. Un parti qui se divise, un parti où les enfants que j'ai mis au monde, à qui j'ai légué ce parti, sont incapables de s'entendre, de s'unir pour continuer mon œuvre. Etienne Tshisekedi était un chrétien catholique, il connaissait très bien la Bible. Je crois qu'il relit ce passage de la Bible qui dit un royaume divisé sur lui-même, c'est un royaume condamné à disparaître. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais j'ai dit à tous ceux qui organisent les 3 cultes, ceci, nous sommes africains, nous sommes des hommes à travers le monde. Quelles que soient les dissensions, les querelles, les divisions entre les parents, les enfants des mêmes pères, d'une même mère, vous apprenez que c'est un deuil. Vous mettez de côté vos querelles, vous vous mettez ensemble pour pleurer les morts, commémorer l'anniversaire. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Et je crois qu'ils ne militent pas pour l'unité du parti. Voilà pourquoi je ne serai ni à l'un ni à l'autre culte. L'autre chose qui me fait mal au cœur, c'est qu'après l'accord de la Saint-Sylvestre, que j'ai toujours considéré comme les tests en politique d'Etienne Tshisekedi, c'est le dernier document de haute portée politique qu'il adopte dans ce pays. Après l'avoir adopté, il y a des gens qui mettent des Congolais dans la rue. Souffrez que je fasse une révélation et vous pouvez vérifier ce que je vous dis auprès de l'abbé Chulumba, qui était son secrétaire particulier, Victor Wakwende, son directeur de cabinet, Kankonde Gilbert, du rassemblement, proche de Katebe Katoto, qui était avec moi les jours où, après que j'ai été pratiquement chassé pendant 2 mois de la parcelle du président, tabassé, menacé de mort, le président rentre de l'Europe. Je ne pouvais pas arriver chez lui, il m'a cherché, m'a envoyé des émissaires connus. Je suis allé le voir, entre autres questions. Joseph, comment tu vois l'évolution de la situation politique? J'ai dit, monsieur le président, vous êtes dans les bons, parce que malgré toutes les pressions venues du G7, j'ai dit bien du G7, pour vous empêcher d'aller au dialogue, vous vous êtes imposé, vous êtes allé au dialogue. Il n'y a pas une autre voie. Mais faites attention. Les G7, c'est comme l'ISOR est allié. Leur souci, c'est quoi? Monter sur vos épaules, sur votre tête. Dès qu'ils auront sauté, ils vont vous abandonner, ils vont abandonner le parti et nous rentrerons à la case départ. Je ne suis pas d'accord avec cette alliance avec les G7. Le président m'a dit ceci, Joseph, faites-moi confiance. Comme vous l'avez toujours fait, je sais où je veux. Mais je lui ai fait part de mon mécontentement de l'accord de la Saint-Sylvestre par comparaison au résultat du BISA. Il m'a dit, vous avez parfaitement raison. Continuez à me faire confiance. Je sais où je vais. Mon problème
c'est que nous mettions fin à cette crise, que les pays retrouvent la paix, qu'on aille à de bonnes élections. Il ajoutera ceci: je n'accepterai plus qu'une seule goutte du sang d'un Congolais coule. Je vais signer la paix pour aller à de bonnes élections. Voilà pourquoi je suis surpris de constater que certaines personnes qui se disent proches d'Étienne Tshisekedi, depuis un temps, alors qu'il n'est pas encore inhumé, jettent la population dans la rue, sont contents de compter les cadavres. Ce n'était plus ça la logique, la vision d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi vivant, on n'aurait pas vu quelqu'un mettre les gens dans la rue pour faire tuer les Congolais. Je comprends. Après Tshisekedi, un de vos confrères l'avait dit, ça va créer la déflagration de l'espace politique congolais. Des gens se disputent pour arriver au leadership d'Étienne Tshisekedi en tant qu'opposant. Mais j'ai dit à tout ce monde-là qu'il se trompe. Des hommes de la trempe de Tshisekedi viennent 50 ans, pourquoi pas un siècle après leur disparition. Mon dernier mot, c'est quoi? Je lance un appel à tous ceux qui ont encore une pensée pieuse pour Étienne Tshisekedi, à tous ceux qui se retrouvent dans son combat pour la démocratie, pour le pluralisme syndical, pour la liberté vestimentaire, pour le respect des droits de l'homme, d'arrêter de descendre dans la rue pour se faire tuer sans un motif précis. Vous verrez que ces gens-là disent à la population, allez dans la rue, plus personne ne parle d'élection. Transition sans Kabila. Ils peuvent avoir raison. Ils vont chasser Kabila comment? Par les armes. Et Étienne Tshisekedi n'avait jamais pris les armes. Par une insurrection populaire pour que les Congolais meurent encore. Ce n'était pas la vision d'Étienne Tshisekedi. Je sais que ses amis, je les connais tous, sont à la recherche d'un dialogue qui demande au président de la République de rentrer à la table du dialogue. Je l'ai dit avec conviction parce que quand il y avait la Senko, je servais de charnière entre le président Kabila et le président Tshisekedi. J'ai eu à le dire au moment où le président Kabila reçoit le Conseil de sécurité. C'est moi qui devais ramener ce numéro de téléphone au président Tshisekedi. Mais un de ses plus proches collaborateurs, dont je ne cite pas le nom, m'a dit non. On vient de remettre, le président Kabila vient de remettre le numéro du président Tshisekedi à un membre du Conseil de sécurité, membre d'un pays voisin. Il va le lui remettre. Mais qu'on pose la question aux proches du président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces numéros de téléphone-là? Le président Tshisekedi, qui savait par mon canal qu'il allait recevoir les numéros privés du président Kabila, n'a jamais reçu ces numéros, il ne l'a jamais appelé. Voilà comment on entraîne les Congolais dans l'abîme, dans le gouffre. Mais j'ai dit aux Congolais, vous avez aimé Étienne Tshisekedi, vous avez obéi à ce mot d'ordre. N'obéissez plus aux aventuriers. N'obéissez plus à ceux aux personnes qui veulent que le sang coule, que les Congolais soient détruits et qu'ils soient même divisés. Là-dessus, je suis catholique. C'est le comité laïque du diocèse de Kinshasa qui organise les manifestations. Ce n'est pas le comité laïque de tous les diocèses. Vous voyez que l'Église elle-même est déjà divisée au niveau de l'Église catholique. Quand il vient de l'État du pays, peut-être qu'il prépare la balkanisation sans le dire. C'est très profond ce que je vous dis. L'Église est divisée entre les diocèses de Kinshasa et les autres diocèses. Et il va être divisé entre les Congolais. Il y en a qui rêvent de prendre les armes. Ce sera signé la balkanisation. Je ne sais pas s'ils veulent que les Congolais se retrouvent dans ces frontières actuelles
ou s'il fait l'unité du Congo. Voilà mon inquiétude. Une fois de plus, je réitère mon profond respect au président Tshisekedi. Je lui dis merci de m'avoir formé. Je regrette cependant de constater que dans la tombe où il devait reposer en paix, son repos est troublé par les 3 messes de demain, par l'envoi des Congolais dans la rue, par la joie de compter les cadavres là où nous devrions nous entendre à l'occasion d'un dialogue.